Aujourd'hui, j'aimerais aborder une thématique spécifique sur ma chaîne qui est le fait de consommer du contenu true crime et aussi le fait d'en produire parce que ça fait maintenant 4 ans que je regarde vraiment massivement ce genre de contenu ou que je l'écoute et quotidiennement. Au début, je voyais vraiment ça comme une simple distraction et quelque chose de quasi divertissant. Et maintenant, je me rends compte qu'il y a plein de choses qui, à mon sens, j'aime pas dire ne sont pas normales parce que qu'est-ce que la norme, mais voilà, des choses qui me mettent mal à l'aise. Je commence à réfléchir en fait à pourquoi je regarde ça, qu'est-ce que ça me fait, et même genre éthiquement, qu'est-ce que je pense du fait que ce genre de contenu prolifère à ce point, puisque maintenant c'est vraiment très tendance, c'est très très populaire aujourd'hui. Enfin genre, tu trouves maintenant des chaînes qui explosent, donc des chaînes YouTube qui parlent de ce sujet et je commence à vraiment ressentir un malaise par rapport à ça, donc j'aimerais t'expliquer du coup pourquoi aujourd'hui je vois les choses différemment. Pour les personnes qui savent pas ce que c'est le contenu true crime, en gros c'est des documentaires, des livres, des émissions radio, des podcasts, des vidéos YouTube, peu importe, dont le but est de relater des faits divers, des crimes qui se sont vraiment produits dans la vraie vie, de manière plus ou moins romancée. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais qu'on ait en tête plusieurs choses tout au long de la vidéo. La première, c'est que ce genre de contenu est d'abord né dans des médias mainstream. Le journalisme, typiquement, dans la section faits divers, le fait déjà. Il y a des émissions comme Faites entrer l'accusé, qui est très très connue, qui existe maintenant depuis très longtemps, depuis plusieurs années. Il y a beaucoup de personnes qui écrivent des livres, donc notamment des journalistes qui écrivent des livres à ce sujet depuis longtemps aussi. Et concernant YouTube, c'est plus récent, je dirais que ça fait facilement 2-3 ans que ces vidéos sont vraiment devenues très très populaires et que les chaînes qui parlent de ça explosent. C'est une majorité de jeunes femmes qui produisent ce genre de contenu et c'est beaucoup trop facile d'aller les accuser elles et d'aller voilà, les incriminer, sachant qu'elles font rien de particulièrement plus grave que ce que faisaient déjà les médias mainstream avant elles. Et maintenant il y a même Netflix depuis un certain temps qui produit des séries entières exclusivement basé sur du true crime, et pour le coup comme c'est Netflix, là on rentre dans un truc encore plus, une dimension encore plus complexe, donc voilà, j'ai pas envie qu'on aille s'attaquer à des personnes mais à quelque chose de plus large, un système en fait, un système économique, un système médiatique, parce que je sais que là au fur et à mesure que je vais parler dans la vidéo, il y aura des noms qui vont vous venir à l'esprit et j'ai pas envie qu'on aille leur faire chier en fait, même si j'ai quand même des choses à dire par rapport à la démarche en général. Et la deuxième chose que je voulais dire, qu'on garde bien en tête tout au long de la vidéo, c'est que je vais parler en tant que victime collatérale de ce genre d'atrocité, puisque à la fin de l'année 2019, ma famille a connu un décès très violent. Mon cousin Germain a été tué par assassinat à l'arme blanche dans des conditions très mystérieuses et ça m'a fait me poser beaucoup de questions justement par rapport à ma consommation de ce genre de contenu. Donc j'aimerais qu'on garde ça en tête dans la mesure où c'est un point de vue parmi d'autres. Il y a des proches de victimes qui ont besoin que ce genre de contenu existe, qui vont elles-mêmes participer à la production de ce genre de contenu parce que pour elles, pour XY raison, c'est important de visibiliser ce qui s'est passé, voilà, de dénoncer comment ça a été pris en charge judiciairement, médiatiquement, etc. Il y a des proches de victimes pour qui c'est absolument insoutenable et pour qui c'est un manque de respect absolu en fait que ce genre de contenu existe. Et voilà, je vais parler de moi, ce que je pense de ça. Et dernière petite chose, dans la description tu trouveras 2 vidéos qui m'ont permis de construire celle-ci. Donc la première, ça vient d'une petite chaîne que je ne connaissais pas du tout qui s'appelle Agraph, je te la recommande vivement. C'est une vidéo notamment qui va aborder tous les enjeux politiques qu'il y a autour de l'existence de ce genre de contenu. Donc vraiment je te conseille vivement de regarder cette vidéo, elle est très très intéressante, elle remet vraiment le politique au centre du sujet et c'est notamment aussi ce dont je voulais parler dans cette vidéo. Et la deuxième vidéo, c'est une vieille vidéo, je crois qu'elle est sortie il y a plusieurs années, de la chaîne de Sonia Liu, je sais pas si c'est comme ça qu'on prononce, donc youtubeuse très connue qui parle de ces sujets depuis plusieurs années. Je crois que maintenant c'est carrément son métier, elle écrit des livres et tout là-dessus, machin. Et donc elle est psychologue de formation, il me semble, et elle parle dans cette vidéo-là que je partage des différentes raisons qui nous poussent d'un point de vue individuel, psychologique, à regarder ce genre de contenu. Et je pense que ça peut être très intéressant, en tout cas moi je m'y suis retrouvée beaucoup. Ceci étant dit, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. D'abord j'ai demandé sur Instagram, donc je t'invite à me suivre sur Insta si c'est pas déjà le cas. J'ai demandé sur Instagram du coup qu'est-ce que ça vous apportait de regarder ce genre de contenu, et rien que là on peut déjà se poser de sérieuses questions. Donc il y a quelqu'un qui m'a dit je me questionne sur le fonctionnement du cerveau humain, de la psychologie, etc.
C'est l'aspect psychologique qui m'interpelle beaucoup. Pourquoi est-ce que des gens en viennent à commettre ce genre de choses, etc. Quelqu'un qui me dit la satisfaction d'avoir la réponse à certaines questions mystérieuses, etc. Donc bref, rien déjà qu'à ce stade, on peut déjà émettre une critique qui est justement la psychologisation des actes criminels. Ça, c'est un premier problème que moi je trouve justement dans la consommation de true crime, c'est qu'on va avoir tendance à interpréter voilà, ces actes absolument atroces à travers des raisons qui touchent à l'enfance, le rapport avec les parents, les traumatismes vécus en étant petit, etc. etc. Et j'ai un problème avec ça. Je ne dis pas que ça ne compte pas dans l'explication de pourquoi un jour un tueur en série devient un tueur en série. Bien sûr qu'une partie de l'explication peut se trouver effectivement dans son vécu personnel, familial, etc. Mais le problème, c'est que la majorité des crimes qui ont lieu dans la société sont d'ordre structurel, sociaux et pas forcément psychologiques. C'est-à-dire que, comme j'en ai parlé dans ma série sur les violences intrafamiliales, oui, beaucoup de personnes qui commettent des crimes graves ont effectivement souffert dans leur enfance et dans leur cadre privé, mais l'inverse n'est pas vrai. Ça veut dire qu'il y a énormément de gens qui ont vécu des violences extrêmes dans l'enfance et dans leur cercle privé, qui ne vont jamais, au grand jamais, commettre de crimes. Et donc le fait de psychologiser les crimes et de chercher la réponse dans une potentielle maladie mentale, une douleur psychique, etc., ça pose problème dans la mesure où justement ça éradique toute dynamique sexiste, raciste, validiste, peu importe, qui pourrait expliquer les crimes qui surviennent. Mais ça va aussi alimenter un discours psychophobe et validiste dans lequel on va penser que ce sont les personnes malades, ce sont des personnes schizophrènes, bipolaires, TDI, je ne sais quoi, qui en fait sont à l'origine de ces monstruosités. Justement, créer un discours de monstre, malade mental, fou, tout ce genre de choses, ça ne fait pas remettre en question les causes sociales des crimes. Or, quand on regarde statistiquement parlant pourquoi il y a des crimes dans la société, qui sont les victimes de crimes, qui sont les auteurs, etc., on ne trouve pas la réponse dans la folie des gens, en fait, parce que c'est l'inverse. Souvent, quand une personne souffre de troubles mentaux, de maladies mentales sévères, graves, elle est massivement plus à risque de subir des violences elle-même, plutôt que de les exercer envers autrui. Et ça, c'est déjà un gros problème. Et le problème avec le discours du monstre, en fait, c'est que ça donne la croyance que les criminels, en fait, c'est des cas isolés de personnes psychopathes, etc. Alors que, par exemple, les féministes, ça fait des années, des décennies qu'elles expliquent que les crimes misogynes ne sont pas commis par des monstres, ils sont commis par des maris, des ex-conjoints, des pères, des cousins, des frères, enfin, là parce qu'on parle de crimes misogynes, mais en fait par des messieurs, tout le monde, en fait. Et le fait de dire oui voilà c'est des monstres dénués d'émotions je sais pas quoi, c'est pas la réalité en fait, et du coup ça crée un sentiment chez le spectateur biaisé de ce qui se passe objectivement, parce que là typiquement là il y a une autre réponse que j'ai sous les yeux, il y a quelqu'un qui m'a dit ça me rassure, ça m'aide à définir des profils de personnes pouvant me nuire et ça légitimise mes ressentis. Mais quand j'ai lu ça vraiment genre je suis tombée de ma chaise, parce que en fait il faut prendre en compte le fait que les médias et les gens en général, ils ont des biais, notamment racistes. Ça veut dire que souvent, quand un crime va être commis par une personne immigrée dans un pays, la manière dont on va raconter le crime va être vraiment beaucoup plus poussée dans un discours justement de la peur de l'étranger, de la sauvagerie, de machin, de trucs. Et en fait, c'est des biais que les gens ne sont pas tous capables de déconstruire. Donc tu vois, la personne qui dit ça m'aide à définir des profils, ça veut dire qu'elle, dans sa tête, elle se dit ah, il faut que je me méfie de ce type de profil, de ce type de personne, de ce type de psychologie. Donc non seulement on balaye complètement du revers de la main les causes sociologiques qui expliquent du coup d'où vient la violence, pourquoi elle est présente et qui est-ce qu'elle vise, mais en plus de ça, on balaye aussi du revers de la main les biais discriminants qui sont inhérents à la diffusion médiatique à grande échelle de ce genre de contenu. Tu vas jamais voir un fait d'entrer l'accusé qui va traiter de l'affaire Adama Traoré en fait, et qui va présenter le policier qui l'a tué comme étant un dangereux criminel. Et ça, c'est un biais qu'il y a dans les médias mainstream notamment, et qui sont reproduits après par des youtubeurs et des youtubeuses sur cette plateforme. Et de manière générale, les personnes en fait qui sont victimes des violences graves, souvent c'est pas dans un contexte
spectaculaire avec voilà, des sacs poubelles retrouvés dans un parc, etc. C'est tristement banal en fait. Les décomptes de féminicide en France nous le montrent bien. C'est souvent monsieur et madame tout le monde chez eux qui vivent en fait de la violence au quotidien. Et en fait, on va pas faire de grandes émissions true crime autour de Jean-René, 58 ans, qui a tiré une balle dans la tête de sa femme après une xème dispute. Et en fait, la majorité des crimes sont ceux-là en fait, et on va jamais les traiter. Je pense typiquement à une autre affaire comme celle d'Émile Louis par exemple, qui est du coup un tueur en série qui s'en est pris notamment à des jeunes filles handicapées physique et mentale. Il avait une posture d'autorité sur ces jeunes filles et en fait il a clairement profité d'un système validiste qui en fait a permis littéralement à ce que ce mec continue à faire ce qu'il a fait toutes ces années-là. Et Dieu merci, je crois que c'est une des seules fois en fait que j'ai vu en fait entrer l'accusé qui abordait la question avec un point de vue un peu sociologique. Là, enfin, on abordait le fait que oui, c'est le système autour des foyers, des centres d'accueil pour ces jeunes filles-là qui étaient malades et handicapées. C'est ce système-là qui menait à ce que ces atrocités arrivent. Mais dans les faits d'entrer l'accusé, c'est vraiment une des seules fois que j'ai entendu cet aspect-là être abordé. Et donc c'est des proches de victimes qui ont dû créer une association, qui ont dû se battre pour aller dans les médias, pour machin truc, pour dénoncer le fait que c'était un problème d'État. Et c'est assez rare en fait que la thématique soit abordée avec cette vision-là et que vraiment les présentateurs, présentatrices de ce genre d'émission s'en prennent directement aux institutions. Alors je sais, tu vas me dire, mais bien sûr que souvent il y a une critique comme quoi la police ne fait rien et que c'est le système qui est pourri jusqu'à la moelle et que les avocats et que je sais pas quoi. Oui, il y a souvent des personnes qui abordent ça, mais à nouveau d'une manière très légère, très succincte. En fait, ils en font pas le centre de l'analyse. Et vraiment, l'écrasante majorité des réponses que j'ai reçues, ce sont des personnes qui regardent ça parce qu'elles sont fascinées par la psychologie des tueurs, parce que justement, ça leur donne un peu la sensation d'être des profilers, etc. Alors qu'en fait, c'est bullshit, c'est éclaté au sol. Cette pseudo-science, en fait, n'est pas effective, ne permet pas de minimiser la violence, de protéger des crimes. Enfin, non, en fait, c'est souvent basé justement sur des présupposés racistes, des présupposés classistes, des présupposés validistes, etc. Mais bon, je pense que t'as compris, on va passer au point suivant. Le deuxième point que je voulais aborder dans ce qui me dérange, c'est le côté trauma porn. C'est que je commence à ressentir un sérieux malaise lorsque je vois qu'en fait, ce qui divertit les gens, ce qui intéresse les gens et ce qui aussi génère de l'argent, c'est d'expliquer dans le détail, en long, en large et en travers, la manière dont une personne a été torturée, mutilée, violée, tuée, etc. Avec les détails de comment on a maltraité son corps, de comment on lui a fait du mal, de comment elle a souffert. Et ça, je m'en rendais pas compte avant de moi-même, du coup, vivre ce deuil très violent. Puisque au départ, comme la majorité des personnes, je trouvais ça juste fascinant effectivement de me dire mais comment on peut être capable de faire un truc pareil et comment l'être humain peut en arriver à là. Et il s'avère que du coup dans le cas de notre famille, il y a beaucoup de points d'interrogation en fait autour de comment est décédé mon cousin. Moi je me pose des questions pas tous les jours mais assez fréquentes, même bientôt 4 ans plus tard. Sur est-ce qu'il a souffert, est-ce qu'il a été torturé, combien de coups de couteau il a reçu, est-ce qu'il a perdu du sang, est-ce qu'il a agonisé, est-ce qu'on lui a fait un guet-apens, je me pose des milliards de questions autour de son décès et je pense que si un jour je tombais sur quelqu'un qui détaillait ce genre de choses sans mon consentement et le consentement général de ma famille, je pense que vraiment ça m'achèverait, je pense que ça me démolirait l'âme, honnêtement, genre je vois pas comment ça peut pas ne pas te fracasser en fait. Alors oui, je sais qu'il y a des proches de victimes qui ressentent le besoin d'expliquer ça et qui veulent en fait que le monde entier soit au courant de à quel point leurs proches ont souffert, à quel point on leur a fait du mal, etc. Et ça leur appartient. Elles ont le droit de vouloir ça, mais on va pas se mentir, la majorité du contenu true crime, je suis pas sûre en fait que les gens avant de faire leur petit trauma porn, ils toquent à la porte des proches des victimes pour dire ça te dérange que je précise comment ta petite sœur a été démembrée puis jetée dans un puits dans ma vidéo YouTube qui va générer de l'argent? Enfin, la majorité du temps, c'est des histoires qu'on trouve sur internet, qui ont été médiatisées encore et encore et encore, et voilà, ce sont des gens qui récupèrent ces informations, qui les recrachent, et en fait, ça crée un cercle vicieux dans lequel, voilà, on alimente... ouais, un truc super malsain finalement. À nouveau, je dis ça alors que j'ai beaucoup écouté et consommé ce genre de contenu, mais là, plus ça va et plus ça me met mal à l'aise d'avoir ce genre de détails. Et je crois que ça me met mal à l'aise justement parce que je peux pas m'empêcher de me demander à quel point c'est une atteinte à la vie privée en fait. Et on entend souvent des proches de victimes dire qu'elles découvrent les détails sordides de comment est mort leur proche à travers le journal, à travers la télévision, etc. Et c'est d'une violence. Tout ça pourquoi? Pour faire de l'audience,
force pour intéresser un public, et vraiment les journalistes qui font ça, mais vraiment ça me dégoûte au plus haut point. Mais je me dis, mais comment tu peux avoir autant pas d'âme pour te dire que allez, pour que les gens lisent ton papier de merde, il faut donner le plus de détails gore et dégueulasses sur les conditions dans lesquelles une personne a perdu la vie. On oublie que ces gens, ils ont... Je suis désolée, ça me rend émotionnelle, mais ils ont une histoire, ils ont été aimés, ils ont été en couple peut-être, ils ont des enfants, ils ont été à l'école avec d'autres... Enfin, je veux dire, on parle de personnes. Enfin, clairement, de manière générale, il y a un manque de respect absolu et total envers ben voilà, des personnes qui ont vécu ça dans leur chair en fait et dans leur vie, et qui se retrouvent à devoir assister au fait que des gens inconnus capitalisent sur leur douleur en face des émissions télé, en face des séries Netflix, en face des vidéos YouTube dans lesquelles il y aura un pauvre placement de produit pour une marque de course ou pour un VPN. Enfin, moi honnêtement je me suis imaginé, est-ce qu'un jour tu tomberas sur la vidéo d'un youtubeur colombien, parce que du coup mon cousin est mort en Colombie puisque ma famille est à moitié colombienne. Est-ce qu'un jour, si tu regardes des youtubeurs de true crime en Colombie, tu peux tomber sur le récit de comment est mort ton cousin, et que le mec en fait en plein milieu du récit il cale son petit placement de produit. Enfin, moi vraiment réaliser ça m'a rendu complètement ouf, et je me suis dit mais je crois que vraiment je pèterais mon écran honnêtement, je supporterais pas que ce genre de choses arrive quoi. Ce qui m'amène du coup au point suivant qui me dérange, c'est le simple fait que ce soit une économie. Genre ça c'est un problème plus global. On vit quand même dans un monde dans lequel on peut faire du bif en romantisant des profils de tueurs, notamment bah, voilà, le grand banditisme nous l'a déjà montré à plusieurs reprises, toutes les figures de mafieux, de narcos, de machins, etc. qui sont reprises pour faire des films prestigieux, des séries Netflix, des machins, des trucs. Alors, on vit dans cette réalité, je suis pas en train de dire que ça devrait pas exister du tout, mais je me pose quand même des questions. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire de notre société de mettre de l'énergie, de l'investissement, des fonds pour générer du capital autour de la misère humaine, plutôt que pour justement lutter contre la misère humaine. Et bref, ça c'est juste, voilà, nous vivons dans une société capitaliste, qu'est-ce que tu veux, oui, voilà, j'ai pas inventé l'eau chaude, mais bref, là, dans cette dimension-là, ça me dérange d'autant plus, et moi je peux plus entendre des récits de choses atroces qui sont arrivées à des enfants, à des femmes, à des ados, ou même à qui que ce soit en fait, et qu'en plein milieu on cale son petit placement de produit. Alors je sais, hein, mes collègues doivent manger comme moi, à nouveau, comme je l'ai dit, ils font pas quelque chose de pire que ce que font déjà les journalistes, etc. Mais ouais, ça me fait poser honnêtement des questions. Et je peux pas m'empêcher vraiment de grincer des dents et de trouver ça... Ouais, de trouver ça complètement fucked up en fait. Bref. T'es là, t'as des familles qui font des cagnottes pour retrouver leurs proches disparus, le corps de leur fille, pour pouvoir donner des obsèques décentes à leur mère ou machin. Et puis à côté, t'as NordVPN qui va filer un petit cachet de 4000 balles à X youtubeurs. Bref, vraiment ça me fait poser des questions. Mais voilà, on pourrait se poser la question de manière plus générale sur comment on capitalise sur la misère humaine. Moi, je capitalise sur ma propre misère, en vrai. Hein. Moi, je fais de mes traumatismes mon gagne-pain, finalement. Donc voilà, je dis ça parce que je suis complètement concernée par ça. Mais la différence, c'est qu'en fait, il s'agit de moi à la fin de l'histoire. Et là, on parle d'illustres inconnus qui parlent d'autres illustres inconnus sur des faits qui sont absolument horribles et traumatisants et qui gâchent la vie, en fait, non seulement à la victime, mais à tous ses proches aussi. Bref, un autre point que j'ai un peu abordé avant, mais là j'aimerais vraiment plus l'approfondir ici, c'est le fait que ce genre de contenu légitimise complètement l'existence de la police, du système de justice tel qu'on le connaît aujourd'hui et de la prison. Quand bien même, dans énormément de cas, on peut voir à quel point ce genre de système est pourri jusqu'à la moelle, à quel point il y a des lacunes, à quel point en fait c'est carrément un système qui reproduit des violences et qui les crée d'ailleurs. Même comme ça, même dans les émissions où tu vas voir des gens qui vont dire « Ouais, la justice n'a rien fait, il n'y a pas de justice, les avocats sont des pourris, les policiers sont des pourris, etc. » Même comme ça, at the end of the day, ce genre de contenu légitime et justifie l'existence de la police. Pourquoi ? Tout simplement parce que, quand bien même il y a ces attaques et ces piques et ces critiques envers ces systèmes-là, on ne va jamais proposer de réelles alternatives à ces institutions-là. On va toujours partir du principe que voilà, c'était un juge véreux, c'était un policier incompétent, c'était un magistrat corrompu. Mais voilà, il y a quand même des bons là-dedans, il y a quand même
heureusement qu'il y a des personnes qui ont permis de nanani nanana. En fait, on va toujours à nouveau individualiser ça. Et on va jamais remettre en question globalement en fait le fonctionnement même de ces énormes machines en fait. Je le dis et je le répète, moi-même en tant que proche de victime qui a été tuée, la prison n'est pas la solution. L'enfermement n'est pas la solution. Et je sais que pour beaucoup de victimes, c'est hyper important que le meurtrier, le violeur, l'agresseur soit puni, aille en prison, soit enfermé, soit hors d'état de nuire. Et je n'ai pas de jugement envers les victimes qui pensent ça, parce qu'en fait, il y a littéralement aucune autre option aujourd'hui qui est à la disposition du grand public pour envisager les choses autrement. Donc en fait, on peut pas en vouloir aux gens de n'avoir que ça en fait comme option. Et moi-même, genre, il y a des moments où je vis moi-même des injustices, typiquement d'ordre sexiste, où je me surprends à justement me dire mais j'aimerais envoyer cette personne en prison et j'aimerais qu'elle genre pourrisse pendant 15 ans dans une cellule et tout, mais profondément, je sais que ça ne marche pas. Je sais que c'est pas la solution, et ça vient du fait que, bah, comme je l'ai dit dans de précédentes vidéos, du coup j'ai fait des études de sociologie, j'ai fait un cours entier qui parle justement d'anticarcéralité. J'ai une liste longue comme le bras de bibliographie qui parle de ça. Donc vraiment, genre aujourd'hui, la connaissance scientifique, sociologique à propos des prisons le prouve en long, en large et en travers. C'est pas ça qui aide la société à diminuer la violence, à diminuer les crimes, à diminuer la dangerosité des individus, bien au contraire. Et ça vraiment, c'est un truc qui est, en tout cas dans le monde sociologique, c'est sûr quoi, genre il y a aucun doute là-dessus. Je ferai des vidéos prochainement beaucoup plus approfondies où je vais faire des revues de livres justement qui parlent exclusivement de ça pour approfondir la question. Mais du coup forcément, comme là, dans l'état actuel des choses, en tout cas dans le monde mainstream, il n'y a pas du tout de discours qui permettent de réfléchir à d'autres manières en fait de prévenir la violence, de la gérer et d'y réagir une fois qu'elle est commise. Et ben forcément les gens, la seule solution qu'ils trouvent face à cette horreur qu'est le crime en fait, c'est de dire faut que les gens soient enfermés, ou faut rétablir la peine de mort, ou ce genre de choses en fait. Et je peux le comprendre, mais vraiment genre du fond du cœur. À nouveau, pour en revenir à mon histoire personnelle, il y a 2 personnes qui ont été incarcérées suite à l'assassinat de mon cousin, mais je suis sûre à 100%, parce que dans le système en Colombie et tout, c'est encore d'autres enjeux qu'en Suisse, mais je suis sûre à 100% que les 2 personnes qui ont été incarcérées suite à l'assassinat de mon cousin ne sont pas les responsables. Parce que voilà, dans ce cadre culturel très spécifique qui est du coup celui dans lequel évolue ma famille en Colombie, on trouve beaucoup de situations dans lesquelles des gens sont envoyés en prison à la place des vrais auteurs. Parce qu'on va aller chercher des jeunes de la rue qu'on va payer en échange de purger une peine en fait d'un crime qu'ils n'ont pas commis, etc. Bref, tout ça pour dire qu'en fait il y a tellement de choses à dire là-dessus qu'il faudrait même une série entière de vidéos sur l'anticarcéralité, sur la critique de la prison et de la police, etc. que évidemment je ne vais pas pouvoir développer ici. Notamment en victimologie, on constate qu'il y a une très forte surestimation du soulagement que ça peut procurer chez les proches de victimes qu'un criminel ou qu'une criminelle soit condamné en fait. Parce que souvent quand les personnes sont condamnées, derrière il y a tout un système de remise de peine, de libération provisoire, d'aménagement de peine, etc. et tout, qui fait que souvent ça devient un bordel complet en fait dans la tête des proches de victimes, que ça rallonge la souffrance, qu'il y a plein de trucs, bref. Et du coup tu me diras la solution ce serait la peine de mort ou l'enfermement à vie, mais même comme ça en fait ça solutionne pas le problème de la violence. Il a été prouvé par A plus B que la peine de mort ne diminue pas la criminalité en fait, jamais, à aucun moment dans l'histoire, dans n'importe quel pays du monde en fait ça ne marche pas. Le fait qu'il y ait la peine de mort et le fait qu'il y ait la perpétuité factuelle ne diminue pas la criminalité, ne dissuade pas les gens en fait de commettre des crimes. Donc c'est bien que le problème est ailleurs. Donc forcément ce genre de contenu ça vient titiller le sentiment de peur chez le grand public qui la majorité du temps ne va pas avoir des armes sociologiques massives pour analyser les choses. Ça peut être monsieur et madame tout le monde qui regarde ça et qui se dit oh, mon dieu, pour protéger ma fille du coup il faut renforcer la police, il faut renforcer les peines, il faut donner plus d'argent au système pénal et à la prison, etc. Oui, c'est normal en fait que les gens réagissent comme ça parce que c'est la seule option qu'on leur donne, tout simplement, alors qu'en fait non, on sait que c'est pas la solution. Tu n'es pas sans savoir que l'histoire a montré à plusieurs reprises que générer la peur chez les gens et instrumentaliser ce sentiment, c'est un très bon moyen de faire de la politique en fait, et de permettre de transmettre des idées à grande échelle. Les gens quand ils ont peur, ils votent pour des personnes comme des dictateurs par exemple. Donc en fait oui, utiliser la peur chez les gens et leur planter la graine en fait de la terreur tout simplement, c'est
les rendre malléables, c'est les rendre manipulables. Et bon voilà, j'ai pas envie de dire non plus que les spectateurs et spectatrices de True Crime sont pas capables de réfléchir d'eux-mêmes ou de prendre des décisions d'eux-mêmes. Je te dis juste les effets que ça fait à grande échelle et le discours que ça justifie. Ça c'est justement un moyen de ne pas remettre en question profondément les structures d'un État, profondément les structures de la société. Forcément. Finalement, je voulais terminer avec un point un peu plus personnel, c'est le fait que ça désensibilise complètement, je trouve, à la violence. Alors, ça peut être utile parce que comme je l'ai vu dans certaines réponses, il y a des personnes qui ont vécu des traumatismes violents et qui ont besoin de, voilà, justement, entendre des choses encore plus violentes pour relativiser, pour se dire que ce qu'elles ont vécu c'est peut-être pas si grave, ou juste en fait pour s'habituer à la violence tout simplement parce que c'est trop dur en fait de vivre avec ce sentiment-là à l'intérieur de soi et j'en sais quelque chose. Et je fais complètement partie des personnes qui consomment ce genre de contenu dans le but de trouver ça normal entre guillemets, sans que je le trouve normal. Évidemment qu'à chaque fois je me dis c'est quand même sacrément fucked up en fait, genre ce qui se passe, ce que j'entends là c'est vraiment grave et c'est pas normal entre guillemets, mais n'empêche que à force d'écouter ça, à force d'entendre des détails sur comment la personne elle a vécu ci, machin, vraiment c'est vrai que pour finir en fait ça t'impressionne même plus. Et je trouve que c'est vachement malsain. C'est surtout que ça alimente une anxiété latente. Je suis quelqu'un d'anxieux de base. La majorité, l'écrasante majorité du public qui regarde ce genre d'émissions sont des femmes, et notamment des jeunes femmes, et c'est pas du tout anodin. Je pense que c'est parce que justement, énormément de jeunes femmes savent qu'en fait, elles peuvent un jour apparaître dans ce genre de vidéos, parce que la société passe leur temps à leur dire qu'elles sont vulnérables et qu'elles devraient pas être dans la rue et qu'elles devraient pas aller voir des inconnus et que ci et que ça, alors que maintenant on le sait, t'as plus de chances en fait d'être tué par ton proche que par un illustre inconnu. Mais du coup forcément, comme on vit dans une société dans laquelle on fait croire à des personnes vulnérables qu'en fait c'est une fatalité et que en fait il faut qu'elles se protègent plutôt qu'on lutte contre la violence et les criminels auteurs de ce genre de choses, et ben forcément c'est ces personnes-là, ce public-là qui va être le plus réceptif à ce genre de contenu, et en fait ça génère un cercle vicieux super malsain dans lequel on s'auto-convainc que du coup ça va nous permettre de mieux nous préparer, de mieux nous protéger, de mieux savoir comment réagir s'il nous arrive des trucs comme ça, alors qu'à nouveau statistiquement on a plus de chances de se faire tuer chez soi en fait que dans la rue. J'insiste là-dessus. Je fais des phrases interminables, je suis désolée, je commence à fatiguer, je crois que je vais bientôt arrêter la vidéo. Mais bref, tout ça pour dire que ce côté de désensibilisation, je peux comprendre qu'il puisse être salvateur pour certaines personnes, et d'une certaine manière, je dis tout ce que j'ai dit dans cette vidéo, mais je pense que effectivement, ça m'a aidé aussi sur plein de choses, et d'une certaine manière, ça m'a diverti de regarder ça. D'une certaine manière, ça m'a même presque détendu. Mais franchement, je trouve qu'on peut se questionner sur comment c'est possible que... Enfin, qu'est-ce qui nous arrive en fait? Comment c'est possible que ça nous détende d'entendre des trucs comme ça en fait? C'est que ça en dit long en fait sur notre société et sur la peur que l'on ressent dans ce monde. Et je te dis ça alors que il y a quand même une partie de moi qui trouve que bon, bah voilà, c'est du contenu comme les autres, de la même manière que je pourrais regarder des films d'horreur qui me font rigoler, parce que ça peut être rigolo pour certaines personnes de regarder des trucs comme ça. Il y a un côté catharsis derrière, il y a un côté... Enfin voilà, il y a plein d'explications qui peuvent aussi... justifier et normaliser l'existence de ce genre de contenu, et du coup à nouveau j'insiste sur le fait que je suis pas là pour dire que c'est le mal absolu et que machin, je te dis juste que vraiment avec le recul je me rends compte qu'en fait je trouve ça malsain, que moi j'aimerais pouvoir m'en passer, que plus ça va et plus je me pose des questions sur ma propre consommation, et d'un autre côté j'arrive pas à m'empêcher de le faire en fait. C'est comme une sorte de... Ouais, c'est comme une addiction à ça. Je sais que c'est un grand mot peut-être pour définir ça, mais moi c'est vrai que je peux pas m'en empêcher quoi. Mais ouais, c'est comme un besoin irrépressible d'écouter encore et encore et encore ça, comme si... Enfin, là je te dis ça en éteignant cette vidéo, on est dimanche, là il y a des youtubeuses que je suis qui sortent leurs vidéos le dimanche et je vais aller les regarder, et je sais que je vais pas pouvoir m'en empêcher parce que c'est vraiment une habitude que j'ai prise, et comme toute mauvaise habitude je pense, il va falloir que je me force à me déshabituer parce que globalement j'en tire plus quelque chose de plutôt négatif que positif. Après je pense qu'on pourrait en faire quelque chose de positif, et je pense qu'on est déjà un peu sur certaines pistes de réflexion où je vois typiquement qu'il y a des personnes qui produisent ce genre de contenu qui justement essayent de changer la donne, qui essayent justement d'apporter un nouveau regard, qui essayent voilà, d'aller dans la direction qui personnellement je pense serait une direction plus saine, plus juste, plus efficace en fait, si on veut vraiment faire en sorte que ces histoires permettent en fait que les violences diminuent, que les cas de ce type diminuent,
et qu'on prenne vraiment le problème à la racine, quoi. On peut continuer de parler de true crime, mais juste avec un nouveau regard, avec une nouvelle optique, une nouvelle approche en fait, parce que le but c'est pas de dire du coup on fait comme si ces trucs n'existaient pas, on interdit, on censure en fait l'existence même de ce type de contenu. Moi je pense pas du tout que ce soit la solution, je pense juste vraiment que c'est la manière dont on aborde la question qui doit changer. Et les youtubeuses que je suis et qui en parlent, moi alors voilà, je les trouve pas parfaites non plus, mais de toute façon je trouve personne parfait en général, on s'en fout et je le suis pas moi non plus, donc bref, c'est pas la question. Mais c'est vrai que voilà, je trouve qu'elles font preuve d'une sensibilité, je trouve que y en a certaines qui arrivent justement à poser un regard un peu plus critique, un peu plus politique sur la question. Bref, je pense que je vais m'arrêter là, j'espère que cette vidéo aura pu être utile et participer à sa manière à faire changer un petit peu les mentalités, avancer dans une direction qui selon moi est plus souhaitable. N'hésite pas à réagir dans les commentaires, comme d'habitude dans la bienveillance et le respect. Et forcément, comme cette vidéo va être très probablement démonétisée, je t'invite à me faire un petit don sur Tipeee si tu le veux et si tu le peux, dans le but de soutenir mon travail et cette chaîne en général et faire en sorte qu'elle soit le plus indépendante possible. Voilà, même si c'est 50 centimes ou 1 euro, pour moi ça fait vraiment la différence au quotidien. Je suis en train de faire les démarches pour avoir un vrai statut administratif officiel et pouvoir exercer mon métier de créatrice de contenu en ligne dans les règles et commencer à générer potentiellement un jour un vrai salaire. Donc voilà, mais en attendant que ça se passe, voilà, il faut que je puisse continuer de faire mon contenu comme je le fais jusqu'à maintenant, et c'est grâce notamment au soutien communautaire globalement en fait qu'il existe. En fait, s'il n'y avait pas ces dons, concrètement, je pourrais rien faire. Genre honnêtement je pourrais rien faire, c'est clairement pas la thune que me donne Google et YouTube qui me permet de vivre. Donc voilà, vraiment merci du fond du cœur aux personnes qui le font déjà, même si c'est juste une fois dans ta vie, vraiment je te remercie du fond du cœur. Et voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo, d'ici là prends grand soin de toi et n'oublie jamais que je t'aime très fort.